Bonjour Romuald, Bonjour Lilou. que je suis ravie de faire une Xème interview avec toi Romuald. Moi aussi. Tu m'es fort sympathique, j'aime la manière dont tu parles de l'invisible, de l'au-delà, j'aime ta passion dans ce que tu fais, tes recherches, tes livres à chaque fois je les trouve juste une incroyable exploration de tous ces mondes-là et tu le fais à fond et tu t'investis, alors là encore plus cette fois-ci j'ai envie de dire puisque tu avais un lien fort avec la personne avec qui tu communiques, qui est ta propre mère, qui est décédée, avec qui tu as des conversations et tu nous aiguilles justement à travers ce livre, comment à travers de ces synchronicités, tout ce que tu as pu voir et notre imaginaire, on peut nous-mêmes avoir des conversations avec les défunts et qu'il y a cet espace où c'est possible justement. Et ça, c'est quand même grand de le dire et de l'explorer sous cet angle tel que tu le fais à travers ton récit. On va rentrer dans les détails de ton histoire bien sûr, mais toi on te connaît en tant que chercheur, tu as passé beaucoup de temps dans l'Amazonie, tu as utilisé les plantes de vision, on avait déjà fait des interviews sur tout est relié, donc là encore plus que jamais, tout est relié définitivement, hein, et on se rend compte à travers ton récit que l'un et l'autre monde, le monde du vivant et finalement le monde de l'invisible et des défunts est complètement relié et même fait un effet miroir. Tu as vécu, enfin on le lit dans ton livre, c'est troublant de récits, en effet d'histoires et d'anecdotes qui sont vraiment très pertinentes. Donc je voulais commencer cette interview avant de rentrer dans les détails sur vraiment l'enseignement principal que tu tires de tout ça, tu vois, de comment cet espace où on peut parler avec l'invisible, comment il s'orchestre pour toi, comment tu le vois et comment tu le ressens, comment tu l'as vécu. Alors en fait, si tu veux, ce que moi j'ai compris, il y a plusieurs axes qu'on comprend à travers le livre, mais l'une des choses les plus fondamentales, c'est que le monde spirituel, le monde des défunts se reflète en fait sur la réalité physique, c'est-à-dire se reflète. Il y a des phénomènes de reflet et notamment la possibilité de dialoguer avec des défunts par l'intermédiaire de l'environnement, par l'intermédiaire de la nature. Ça, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout, puisqu'il y a eu une guidance dans ce livre, hein, c'est-à-dire que toutes les grandes séquences du livre sont comme un processus, c'est-à-dire que ça m'a été révélé par mes parents et par un certain nombre de synchronicités, et aussi en lien avec les cultures des peuples premiers, que ce soit par exemple les Indiens d'Amazonie, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, mais aussi des peuples de Mélanésie, du Pacifique, comme les Papous de Nouvelle-Guinée aussi. Alors tu vois, je peux te donner un exemple. Par exemple, en Nouvelle-Guinée, là, les Papous communiquent avec leurs morts par l'intermédiaire des oiseaux. Alors, c'est pas juste une métaphore, c'est-à-dire que eux, leur langage articulé, humain, est basé sur les mêmes sonorités que celui des oiseaux de la forêt. Donc, quand ils sont dans la forêt, les oiseaux, ils entendent un langage humain au final, quand ils écoutent les oiseaux. Et donc, par moment, ils disent que les morts viennent se refléter sur des vrais oiseaux physiques et viennent communiquer avec les vivants. Et bien ça, moi, je l'ai vécu, si tu veux, lors d'une expérience très importante avec ma mère où je décide à un moment de mettre ça en pratique et voir si ça fonctionne. Et je décide d'aller la retrouver physiquement dans un endroit intermédiaire, si tu veux. C'est-à-dire que je me branche un peu sur son imaginaire, parce que l'imaginaire est très important aussi dans le livre, mais l'imaginaire, pas l'imaginaire fabriqué. C'est-à-dire que notre capacité à initier des histoires viennent en fait relier l'imaginaire et l'imagination d'un défunt et permettre une passerelle, de créer des isthmes de communication, si tu veux. Et donc, à un moment, je me dis, je vais me brancher sur l'imaginaire de ma mère. Et ma mère était une conteuse qui adorait aller conter dans les bois. Et donc, il y a une colline au-dessus de chez moi, pas très loin, où elle était venue raconter des contes il y a quelques années à la Toussaint, pour la nuit de Samagne, qui est une fête celtique. Et je me suis dit, je vais aller là-bas. Je vais demander à recevoir des signes et même peut-être de voir ma mère physiquement à cet endroit. Et effectivement, c'est l'un des moments clés du livre, puisque je retrouve effectivement ma mère sous une apparence très particulière à travers tout l'environnement, en fait, au final. Et qu'est-ce qui a permis que tu vois ta mère dans cet environnement-là et que je veux dire, tu as un lien très précieux avec ta maman. Bien sûr, c'est Ouais. la personne qui t'a mis au monde. Tu avais un lien fort avec elle. Tu étais d'ailleurs, au début du livre, on voit que tu commençais à plus du tout avoir foi et te dire que ce monde-là n'existait pas. Donc, qu'est-ce qui a permis ce jour-là, dans cette forêt, de te permettre de voir aussi clairement qu'elle était là et que tu pouvais communiquer quand tu voulais au-delà du voile?
Ah, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il y a eu plusieurs autres expériences qui ont été très importantes, peut-être qu'on reparlera après, qui m'ont redonné la foi. Parce que c'est vrai que quand mes parents sont partis tous les deux à si bon intervalle, j'avais complètement perdu toute forme de spiritualité. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis retrouvé dans vraiment une vision très matérialiste du monde, en fait. Et je me suis dit, au final, est-ce qu'on n'est pas juste destiné à retourner au néant, si tu veux? Et ça m'a beaucoup... ça m'a même détruit ça à un moment, tu vois. Mais mes parents m'ont envoyé des signes très très forts, très tangibles, hein, avec une certaine forme d'objectivité, très forte objectivité, qui m'ont redonné, si tu veux, cette foi et cette confiance. Et donc ensuite, j'ai décidé d'expérimenter cette technique d'imagination exploratoire qu'il faut relier à l'espace, hein, c'est-à-dire à un endroit physique, si tu veux, pour pouvoir ensuite avoir une rencontre avec un défunt. Quand je suis parti sur le haut de la crête, je savais pas du tout ce qui m'attendait. J'avais rien préconçu. Je me suis quand même dit, est-ce que je vais avoir une apparition? Est-ce que je vais juste avoir une synchronicité ou autre? Mais je ne pensais pas du tout à un moment que c'était toute la nature entière qui allait devenir le nouveau corps, si tu veux, de ma maman pour pouvoir s'exprimer. Et ça fut juste magique parce que je savais que c'était ma mère, parce que j'ai établi un code, si tu veux, pour communiquer avec elle, pour avoir des réponses à des questionnements que je verbalisais tout haut. Et il y a un rapport avec l'air, avec le souffle qui est très important aussi dans cette histoire. Et ensuite, la nature m'a... Je savais que c'était pas que la nature, c'était ma mère. Les réponses étaient claires sur des choses que seul moi et ma maman pouvaient connaître, si tu veux. Et à chaque fois, on te sent quand même guidé par cette force, comme la première fois où tu rentres dans cette abbaye ou dans cette, comment on dit, si c'était une abbaye, hein. C'est une basilique Une dans la Meuse à basilique. Aviotte, ouais. Ouais, voilà, on te sent que c'est une force, c'est quelque chose, c'était pas prévu que tu y ailles et tu es poussé par cette force. Ce jour-là aussi, quand, j'ai envie de dire, à l'apothéose de ta communication avec elle, c'était pareil, tu as ressenti cette force, comment tu Oui, le nommerais, cette chose qui t'a invité, que tu as osé écouter et que tu as appris à écouter d'ailleurs au travers de ouais, tes différents visages, j'allais dire, de tes différents voyages avec les plantes de ouais, vision qui, on sent bien, quand même, ont ouais. aidé à vivre ces moments-là aussi avec une telle intensité. Bien sûr. Ce que je dirais, c'est qu'au final, toute cette perception, cette reconnaissance, elle se fait d'abord par le sensible. Et par le sensible, j'entends par le corps, par des perceptions, par des ressentis, par par des évidences que tu ressens ici au niveau du thorax et dans les tripes aussi, tu vois. Hein, c'est très organique au final, hein, cette reliance. Et quand à un moment, moi, quand ma mère est décédée, c'est elle qui est partie en premier, j'avais déjà des signes de ma mère, mais j'étais tellement dans une vision matérialiste des choses que j'étais dans le déni. Je n'ai pas voulu les voir, en fait. Hein, donc c'est quand même, il y avait dès le départ, si tu veux, il y avait des signes. Il y a même eu des perceptions, on va dire, paranormales, extrasensorielles. Je me souviens d'un moment où ma mère était au salon funéraire et j'étais, moi, très détendu, c'est-à-dire dans un état presque méditatif, parce que c'était un endroit où je me sentais très mal au final. Euh, et ma sœur, qui elle a beaucoup de bagou, était en train de parler très fort, pas très loin de ma maman, et en disant voilà, il faut que j'organise ceci, il faut que j'organise ça pour la cérémonie. Machin. Et moi, dans ma tête, ça a presque un côté cocasse d'ailleurs cette histoire. Moi, dans ma tête, j'étais détendu et j'entends la voix de ma mère, clairement, hein, qui dit comme ça, mais même ici, elle va pas se taire, quoi. En parlant de ma sœur. Donc, moi, ça m'a fait bondir. J'ai rouvert les yeux et j'ai dit cette phrase à ma sœur Corinne, qui a immédiatement reconnu le phrasé délicat de ma maman quand des fois ma sœur pouvait un petit peu l'exacerber, tu vois. Donc, c'était assez drôle et en même temps, là, il y avait quelque chose qui était très tangible aussi, si tu veux. Après, quand on était dans le deuil et que j'ai pas eu ce recul à ce moment-là, si tu veux, de pouvoir me dire c'est déjà des signes, tu as déjà des manifestations. C'est bien après, si tu veux, effectivement, donc dans cette basilique d'Aviotte, que va se passer vraiment le moment où là, suite à une demande, puisque ce jour-là, je suis très très mal, hein, on est le 13 août 2022, je suis vraiment là, je suis au plus mal. J'arrive pas à penser autrement à mes parents qu'avec des images mortifères. Donc, je dis à haute voix, mais maman, si tu es quelque part, donne-moi un vrai signe de ton existence, pas une pareidolie dans la mousse du café, quoi. Vraiment un signe tangible comme quoi tu es quelque part. Et on doit, de façon inopinée, aller voir c'était même pas prévu encore quelques heures avant, on doit aller voir du coup une exposition de la maman de mon fils en Belgique. Donc, on prend la route, on est déjà en retard pour le vernissage. Et là, je vois que mon GPS me dit Aviotte. On passe à côté d'Aviotte. Et là, je repense à cette basilique que ma mère m'avait parlé quand j'étais petit, où elle avait chanté à l'âge de 19 ans dans une chorale. Et à partir du moment où je saisis ça,
En fait, c'est moi qui suis saisi plus que moi qui saisis la chose. C'est-à-dire que je sens dans mes tripes qu'il faut que j'aille là-bas. Ici, là, au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, il faut que j'aille là-bas. Donc, contre les protestations de mon fils, je prends la voiture, on se dirige à Aviot, on rentre dans la basilique, qui est un lieu du Moyen-Âge, extraordinaire, bien conservé, avec des belles statues. Mais au début, je vois rien. On allume un cierge à la mémoire de ses grands-parents, puis on ressort. Et là, je fais pas 10 pas, et là, je sens une tétanie. Et je ne peux pas reprendre ma voiture. Je suis obligé de retourner dans l'entre-deux-pierres. Alors, mon fils me suit, hein, il veut s'y faire. Il me dit, ouais, papa, on n'a pas le temps, tu délires. C'est encore ton délire, papa, ouais, tu sors de délires. ton délire, c'est n'importe quoi, vous devenez fou, enfin bref. Et là, il me suit. Et on est comme aimanté vers la chaire à prêcher en pierre de cette basilique. Et là, il y a pour moi ce que j'appelle mon petit miracle à moi, enfin à nous, puisqu'il y a mon fils aussi. D'ailleurs, je crois que mon fils le voit même avant moi. Puisqu'il me dira, mais regarde, c'est pas possible, papa, on est dans un rêve. Il y a une statue de la Vierge Marie à l'enfant, qui date de 1538, je le saurai après en faisant mon enquête. Il y a une statue de la Vierge Marie qui est un sosie de ma mère. Mais un sosie de ma mère en tout point, c'est-à-dire à la fois dans la posture, dans les expressions du visage, dans la physionomie, il y a tout, quoi. Et là, c'est juste impossible. Mon fils me dit, on est dans un rêve, papa, un truc comme ça n'est pas possible. Et à partir de ce moment, je vais vraiment être guéri de mes idées mortifères et de mon doute matérialiste. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, je sens une énergie qui va me porter et qui va me montrer tout le processus pour écrire ce livre Assomption, en fait. Ouais. Et cette statue existe bien, c'était pas une vision à ce moment-là, cette statue est bien comme ça, a toujours été comme ça, était déjà comme ça quand ta mère avait 19 ans, oui. Et il y a sa représentation dans cette... Et donc toi... Comment, à partir de là, je veux dire, on sent que tu mènes ton enquête et que tu vas commencer à aller chercher à droite à gauche, même dans l'histoire, hein, pour essayer de comprendre. Comment tu t'y prends dans tes recherches pour arriver à... Je veux dire, comment tu t'y prends? Quelle est la base de ta recherche? Est-ce que c'est vraiment toutes les idées qui te passent par la tête, tu décides d'y aller et de les vivre et d'aller creuser dans cette direction? Ou est-ce que tu as des techniques? Comment tu t'y prends là? Alors, pour mon enquête, il y a vraiment une guidance qui se produit, en fait, parce que déjà, je vais aux archives, hein, je trouve un ouvrage sur la basilique d'Aviot, et il y a quelque chose qui m'est montré dans ce livre par rapport à la chaire. Aujourd'hui, on voit pas bien ça parce que il y a toute une estrade avec des bancs qui viennent encastrer en fait ces figures-là, mais l'essentiel du message, il est incroyable. Les visions mortifères que j'avais en fait et qui m'empêchaient de penser à mes parents avec espoir, c'est que je pouvais pas m'empêcher de les imaginer en train de se décomposer dans leur cercueil. Donc un rapport à la décomposition, on fait une obsession avec ça. Et en fait, au pied de la chaire à prêcher, qui ressemble d'ailleurs un peu à la coupe du Graal, hein, vraiment, on le voit dans le livre, au pied de la chaire à prêcher, il y a une tombe ouverte avec un corps en décomposition, que je n'ai pas vu la première fois, que j'ai revu après. Donc le message de ma mère, il était très clair, c'est oui, regarde, il y a effectivement des corps qui retournent au néant, mais regarde devant toi, je suis là, ressuscité dans un corps de pierre immortel, avec en plus une symbolique très forte, puisque cette image de la Vierge Marie, la Vierge est debout sur à la fois le soleil et la lune, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle en symbolique une conjonction des opposés, donc sur un symbole d'unité du réel, sur un symbole du soi, comme disait Jung, c'est-à-dire que il y a le soleil, il y a la lune, il y a le haut, il y a le bas, il y a des anges qui la couronnent, il y a des créatures un petit peu style démoniaque en dessous, comme des gargouilles. Donc, il y a tout ce qui crée en fait la réalité. Tous ces couples d'opposés viennent s'unifier dans cette sculpture. Donc, en plus, il y a la ressemblance de ma mère, mais cette sculpture a du sens par rapport à une résurrection dans l'au-delà, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que ça même cette sculpture résume comment tu vois les choses maintenant aujourd'hui. Oui. Donc, comment tu fais pour petit à petit arriver au bout de cette recherche ou, je veux dire, tu ne comprends pas tout de suite ça. Comment tu arrives à faire cette boucle entière? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que à partir de ce moment-là, je vois cette statue d'Aviot, je repense, si tu veux, à ce que ma mère avait vécu 6 mois avant son décès, c'est-à-dire en avril 2021. Elle part à l'hôpital de Reims pour faire une coronographie, ça se passe pas bien, elle fait une décompensation cardiaque. Et donc, moi, le lendemain, on me la passe au téléphone et très vite, je me rends compte qu'elle est entre deux mondes, qu'elle a des visions, hein, et non pas des hallucinations. D'ailleurs, j'aurai une discussion avec un neurologue. On se comprend pas. C'est la période Covid. Je peux pas aller voir ma mère. Enfin, c'est très compliqué. Et le médecin me dit, écoutez, votre mère a fait une décompensation cardiaque. Elle a des hallucinations. Et moi, c'est mon métier de travailler sur les hallucinations et les visions. Donc, je lui dis, non, elle n'a pas des hallucinations. Elle a des visions. Il me dit, non, elle a des hallucinations. Je lui dis, écoutez,
Je suis ethnobotaniste. Il me dit ethno quoi? Je comprends qu'on ne parle pas du même endroit, je ne m'en veux pas. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je décide de raccrocher poliment et on va gérer avec ma sœur au téléphone pendant 2 jours. 3 jours après, l'hôpital m'appelle pour me dire votre mère est sortante. Ce qui est hallucinant, puisqu'elle était encore dans des états visionnaires la veille. Donc, effectivement, j'ai dit écoutez, c'est tout, qu'elle rentre à la maison, on pourra certainement mieux gérer avec ma sœur et mon père, qui était encore vivant à l'époque. Quand elle descend du taxi, en revenant de Reims, je vois tout de suite dans son regard que c'est plus la même. Elle a le regard de ceux qui savent. Elle a vu. Elle a vu quoi? Elle va me le dire, elle va me décrire cette vision. Elle me dit, écoute, parce que je voulais la laisser tranquille, moi, je voulais qu'elle se repose. Elle me dit, non, il faut que je te raconte ce que j'ai vécu en vision. C'est très, très important. Et pas que pour toi, elle me dit. Elle me raconte en fait une expérience incroyable où elle était dans son lit d'hôpital, elle sentait des vibrations dans son corps et le lit bougeait, et la pièce se transformait complètement, jusqu'à ce qu'elle se retrouve en fait sur une sorte de place médiévale au Moyen-Âge avec une foule qui criait et elle était sur une sorte d'échafaud. La foule en fait demandait symboliquement son meurtre, son sacrifice. Et donc elle me dit, moi j'étais hors de mon corps, mais j'ai vu qu'on me sacrifiait, c'est-à-dire qu'on me démembrait. Le démembrement qui est bien connu dans le chamanisme. Hein. On a d'abord, les esprits démembrent le corps pour ensuite reconstruire un corps spirituel. Donc moi, c'est des choses qui me parlent quand elle me raconte ça. Elle me dit, tu vas rire parce que tu sais en quoi j'étais transformé après quand les esprits se sont enlevés. En fait, j'étais transformé en la Vierge Marie. Et la scène a changé. Elle me dit, je me suis retrouvé dans un palais avec un palais féerique. C'était une conteuse, donc c'était aussi son univers. Elle me dit, j'assistais à mon propre couronnement. J'étais couronné par les anges. Or, la statue d'Aviotte, dans lequel moi je vais avoir cette synchronicité bien après, presque 2 ans après, vient condenser tous les éléments elle a eu en vision 6 mois avant qu'elle parte. Et ça, c'est juste incroyable parce que, en fait, tout le long du livre, ce n'est que des boucles comme ça entre le monde des visions, les rêves, la réalité physique, parce qu'on comprend à la finalité du livre qu'en fait, la réalité est une sorte de rêve collectif, si tu veux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça l'enseignement de ce livre. Et que les défunts, si on est suffisamment ouvert, il y a d'ailleurs des techniques, il y a des expériences dans le livre que je propose pour entrer en communication avec les défunts dès le moment du décès et même bien après. Parce que les morts, au début, sont à côté de leur corps. Ça, c'est très bien vu aussi par les ethnies de Papouasie, Nouvelle-Guinée dont je parle dans le livre. Et ensuite, il y a ces phénomènes d'expansion. D'abord, l'expansion sur l'environnement proche, ensuite l'environnement planétaire, ensuite l'environnement cosmique, voire universel, avant ensuite d'aller dans des niveaux de monde spirituel qui nous sont aujourd'hui encore inconnus lorsqu'on est dans cette matérialité. Quand tu parles à un moment, tu fais référence à ce double royaume, justement, le dialogue s'installe. Parle-nous-en un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est très parlant, ça. Oui, alors ça fait référence à l'imagination, si tu veux. L'imaginaire, nous, dans notre société occidentale, on le considère comme une fabrication du mental. Mais il n'est pas considéré comme ça du tout chez plein de peuples que j'ai pu étudier, si tu veux. D'ailleurs, si on reprend l'étymologie du mot, l'imaginaire, c'est des images dans l'air. Et effectivement, c'est-à-dire que ces images dans l'air, on les capte comment? On les capte par les rêves, on les capte par l'intuition, on peut les capter en méditation, bien sûr, et on peut les capter directement aussi du défunt, c'est-à-dire à sa proximité. Donc, si tu veux, le double royaume, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un double mouvement. Toute la dynamique du livre, jusqu'à la fin du livre, avec ce que moi j'appelle le dernier signe, avec cette œuvre magnifique de l'artiste Jean-Michel Pilard, qui est la dernière grande synchronicité du livre, montre en fait que le monde physique et le monde imaginaire, imaginal des défunts. Hein. Pourquoi je dis imaginal? Parce que c'est un concept qui était utilisé par les soufis dans l'islam des soufis, mais aussi par les philosophes, de montrer en fait que cet état est un état intermédiaire. C'est un lieu de rencontre en fait. C'est-à-dire que nous, quand on a cette intention de communiquer avec un défunt, de recevoir un signe, on crée un mouvement imperceptible d'élévation, si tu veux. On se spiritualise. Et à l'inverse, dans ce mouvement-là, il y a un appel-réponse dans le monde de l'au-delà qui fait que les défunts se densifient et peuvent récupérer une certaine forme de corps, au final, de matérialité. Et il y a cet espace de rencontre, en fait. Chacun doit faire la moitié du chemin pour arriver à cet espace de double royaume, parce qu'il est articulé à la fois dans une dimension invisible et à la fois dans une dimension visible, où il peut y avoir cet échange avec le défunt. Les médiums en parlent souvent de ça. Mais ce qui est bien, c'est que là, comme tu nous offres ces nouvelles pistes, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus accessible à nous tous, non? Ce que tu as vécu là, on n'a plus besoin forcément de passer par des intermédiaires?
Oui, il y a de plus en plus, alors ça c'est une petite enquête aussi que je fais à travers le livre, il y a de plus en plus de vécus subjectifs de rencontres avec des défunts. Tu sais ce qu'on appelle les VSCD, c'est-à-dire que des gens dans le deuil ou après avoir perdu un proche, ou même des fois plusieurs années, avoir perdu un proche ou plusieurs mois, voient ce défunt dans la réalité. Mais ils ne voient pas ce défunt comme un fantôme, hein, ni comme une sorte de vapeur. Ils voient ce défunt en 3D, de façon matérielle. Il y a des contacts physiques. C'est-à-dire que les gens peuvent même toucher le défunt. Il y a des échanges, il y a une conversation. J'ai un voisin pas très loin de chez moi qui me disait l'autre jour, et lui il est complètement matérialiste, qu'il était bouleversé par ça parce qu'il avait vu son père au coin de la Grange, physiquement, par 2 fois, au même endroit. Et en 3D, c'était pas du tout quelque chose de fantomatique. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que comme nos consciences collectives sont en train de s'élever, hein, c'est le changement de paradigme qui est initié beaucoup par les femmes, hein, c'est ce que je dis dans le livre aussi. Il y a cet accouchement de cette nouvelle réalité qui est fait par le mouvement féministe, par les femmes qui s'intéressent à la conscience. En fait, si tu veux, tout ce mouvement, qu'on appelle ça élever sa fréquence ou passer dans la 5e dimension ou autre, c'est des termes un peu péjoratifs, mais c'est vrai que tout ce mouvement collectif nous élève de façon imperceptible et donc ça permet à l'autre côté de venir se densifier. Et Jung, le grand psychanalyste Jung, disait un jour, quand on aura suffisamment élevé nos consciences, nos prises de conscience, le monde des morts et le monde des vivants finiront par ne faire qu'un. Il appelait ça la grande conjonction. Et je pense qu'on est en train de se rapprocher petit à petit de cet événement qu'on pourrait comparer à la révélation dans l'Apocalypse ou autre, c'est-à-dire d'un monde au final où l'inconscient collectif et la conscience collective finiront par fusionner en fait. Ouais. Mais déjà ça va nous demander de ne plus avoir peur de la mort, hein. Oui, ouais, Ça, c'est quand même une grande étape dans l'humanité, non? oui. Notre relation à la mort. Bah, t'en parles beaucoup, forcément, dans ce livre. Oui, oui, bah c'est de comprendre avec espoir qu'il y a une continuité et que la vie après la vie, elle se prépare aussi de son vivant. C'est Hein, ça, c'est ça. aussi un des grands enseignements des visions de ma mère, puisqu'à un moment, je me rappelle, je la revois très bien sur son lit de chez elle, quand elle est rentrée de l'hôpital, me regarder et me dire, tu sais, je crois qu'au final, je suis allé dans mon paradis. Et je crois que je suis allé dans l'au-delà. Et elle me dit, et je crois que notre paradis, c'est tout ce qu'on a aimé là de notre vivant. Là-bas, ça devient une réalité, en fait. Parce qu'elle elle était passionnée par les contes, elle était passionnée par les dynasties royales. Et en fait, c'est tout ce qu'elle a vécu. Elle était catholique aussi, ma maman. Donc, si tu veux, elle est allée dans une sorte de paradis personnalisé à son image. Et je pense qu'on a tout ça, en fait, à un moment. Et on sème les graines de notre vie future, déjà dans notre vivant par le cœur, c'est-à-dire par ce qui nous anime, ce qui nous passionne, les gens qu'on aime, l'amour indéfectible qu'on peut avoir pour ses enfants, pour des proches. Tout ça, on l'emmène avec nous. On ne le laisse pas ici. Ma mère dira qu'à ce banquet où elle était couronnée dans le monde des visions, il y avait moi, ma sœur et mon père, alors que nous étions vivants encore, tu vois. Et dans ce monde de l'au-delà, eh ben, on était là, parce que c'est un univers où il n'y a pas de manque, si tu veux. C'est important aussi à comprendre ça. D'où pour relier, parce que le sous-titre Assomption de ton livre, hein, qui porte Assomption, qui est quand même un titre assez impressionnant, mais le sous-titre, pour l'instant, si on regarde le sous-titre, relier le visible à l'invisible, c'est bien au travers du cœur quand même que ça se passe. Ouais, ouais, bien sûr. Pourquoi Assomption aussi? C'est parce que bon, c'est l'événement majeur qui fonde le livre se passe pendant le week-end d'Assomption en 2022, mais c'est aussi de montrer à travers ce livre qu'il n'y a pas qu'un principe psychique qui survit après la mort, il n'y a pas qu'une conscience désincarnée, on emmène aussi avec nous notre personnalité, et notre personnalité c'est quoi? C'est notre caractère, c'est notre corps. Le corps subtil que je parle dans le livre, il survit lui aussi après la mort. Donc on continue à conserver notre mémoire, notre vécu. Il n'y a pas un reset où c'est juste une espèce d'essence de nous qui survivrait. Non, moi ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est comme dans le dôme de l'Ascension où Marie monte au ciel avec son corps. Et ben là c'est pareil. Et c'est certainement une dynamique collective qui est en train de se produire aussi à notre insu. Ouais. Mais quand même, pour ta maman, le contact se fait assez rapidement et ça n'a pas l'air d'être pour toutes les âmes la même transition. Je veux dire, la vitesse à laquelle elle a pu passer dans d'autres dimensions est assez vertigineuse, non? Alors je pense que ma mère avait quand même malgré tout beaucoup travaillé sa conscience pendant sa vie. Elle avait aussi créé le festival visionnaire des arts visionnaires Chiméria, donc elle était familiarisée avec ces dimensions de l'existence. C'est pas des choses qui lui étaient inconnues, même si elle avait très peur de mourir, parce que pour elle,
partir dans l'inconnu, partir sans ses enfants, c'était inconcevable pour elle. C'est très difficile. Mais la séparation était plus douloureuse que la mort en elle-même, c'est ce qu'elle nous avait expliqué. Mais si tu veux, ma mère était quand même aussi initiée à certaines choses. Elle était conteuse, elle était, depuis qu'elle était toute petite, fascinée par le surnaturel. Et moi, je pense qu'aussi, les expériences que j'ai eues chez les chamans, même si à un moment je retombe dans le matérialisme, il y avait quand même des canaux qui se sont ouverts avec toutes les cérémonies que j'ai pu faire, que ce soit en Amazonie ou dans d'autres régions du monde. Évidemment, ça a contribué à ouvrir certains canaux intuitifs, ça me paraît évident. Donc ta vie, ton œuvre, on va dire, enfin ce que tu as fait est indéniablement relié à ta maman et c'est comme si c'était une grande œuvre à vous deux, quoi, on va dire. Enfin, on voit quand même à quel point vous êtes reliés. Bien sûr, tu es son fils, mais au niveau de l'âme, je veux dire, qu'est-ce que ça te dit, ça, sur nos incarnations d'âme et le choix qu'on fait par rapport Moi, je à pense ces... qu'on choisit effectivement ses parents, ça me paraît clair, et que quand on vient, effectivement, il y a des liens très forts qui sont déjà existants avant. Je pense que on existe en fait de toute éternité avant de venir ici sous une forme, on va dire, matérielle. On existe d'une façon intemporelle. Et quand on meurt, on ne fait que prendre conscience de ce positionnement dans l'éternité qu'on n'a jamais quitté, en fait. Il y a une très belle image qui est donnée par un soufi dans le livre, un soufi du Moyen-Âge, iranien, qui disait, et qui prenait une métaphore pour expliquer ça. Il disait, imaginez-vous Dieu comme une bougie avec voilà, une flamme allumée, et imaginez que cette flamme et ce cierge, il se reflètent dans une infinité de miroirs. Chaque miroir, c'est un de nous. Et quand le miroir se casse, qu'on pourrait comparer au corps, pardon, ben si le miroir se casse, qu'est-ce que devient la flamme? La flamme au centre, elle brûle toujours. Donc, en fait, la mort, ça serait une prise de conscience. Quand le miroir est cassé, ben on prend juste conscience qu'on est au centre, en fait, dans une dimension intemporelle. Et donc, on se retrouve dans un espace où on est à la fois un et collectif. Ça peut être un peu paradoxal à comprendre. Mais en fait, euh, l'incarnation, c'est une certaine forme d'avatar de nous-mêmes, de ce qu'on est dans l'éternité, en fait. Et ta maman, donc c'est comme si vous avez œuvré, enfin, je veux dire, grâce à, enfin, votre connexion, justement, c'est pas un hasard si vos âmes, disons, de ta perspective, se sont choisies, mais vous aviez, et que tu as eu le parcours que tu as eu, et qu'elle, elle a eu ce parcours, et que dans l'abbaye, il y avait cette basilique, il y avait cette statue, enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant comme tout est imbriqué, Ouais. interrelié, et que passé, présent, futur, enfin plus que jamais, là on le voit dans ton livre, Ouais. coexistent quoi. C'est... Oui, c'est ça. Il y a une notion vraiment simultanée, en fait, où on peut imaginer qu'un défunt, lui, de son point de vue intemporel, il accède, en fait, à tout le temps et l'espace, si tu veux, de façon simultanée. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que la manifestation d'Aviot à travers la sculpture, c'est un montage à travers le temps et l'espace incroyable. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a guidé la main du sculpteur en 1538? Est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un qui ressemblait à ma maman en 1538? Est-ce que ma mère était déjà quelqu'un de vivant de façon simultanée en 1538, d'où sa passion après dans cette vie-ci pour le Moyen-Âge. On peut se poser mille et une questions qui sont autant de pistes de réflexion et d'exploration en fait. Et c'est ça qui est fascinant en fait. C'est que chaque fois, plus on explore, plus on a de questions. Ouais. Plus on tire un fil et plus on en tire un autre et on en retrouve un autre. Moi cette histoire, elle m'a complètement transformé en fait. C'est-à-dire que j'avais encore des doutes, honnêtement, il y a quelques années, et ces doutes ont complètement disparu. Et aujourd'hui, quand on me demande si je crois à l'au-delà, si je crois à la divinité et tout ça, je dis pas je crois, je dis je sais. Je fais la réponse de Jung. Jung, à la fin de sa vie, on lui demandait est-ce que vous croyez en Dieu? Et il disait je ne crois pas, je sais. Je sais par expérience, par des choses qui se sont produites, elles sont tellement impossibles qu'il y a pas de doute possible en fait. Il y a pas de doute, il y a pas de doute à avoir en fait. Hmm. Et donc là, avec le recul, parce que ta maman a transitionné en 2021, là on est en 2024 au moment où on fait cette interview, en mai 2024, ton livre vient de sortir. Comment toi, avec le recul justement de tout ce récit, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu partages avec nous et maintenant, je veux dire, on voit une accélération, on est tous en train de vivre des choses en version accélérée là. C'était pas un hasard si tu as vécu ça à ce moment-là de ton existence et dans le collectif. Comment toi, avec le recul maintenant, tu le vois aujourd'hui, en mai 2024?
Moi, je pense que là, pour faire un petit peu d'avoir une vision sur l'avenir, je pense qu'avec la crise systémique qu'on vit depuis le Covid, même un peu avant le Covid, puisqu'il y avait déjà eu crise financière et crise climatique qui est déjà sous-jacente depuis plusieurs années, je pense qu'on est vraiment arrivé à un point de bascule, si tu veux. Et que ce qu'on vit aujourd'hui de très difficile dans le monde, c'est pour moi les derniers sursauts de la bête. Ce que j'entends par la bête, c'est-à-dire l'ombre du monde, tu vois, qui cherche encore à se faire intégrer. Donc je pense que cette élévation des consciences qui est portée par les femmes, parce que je reviens sur ça parce que c'est Oui, très important. t'en parles beaucoup dans le livre en plus, ouais, C'est de la très important terre-mère parce et que de l'archétype féminin et et de. ouais, tu vois, à un moment, il y a une fusion dans le livre entre la terre-mère, entre la Vierge Marie et ma mère, et toutes les femmes. Pourquoi? Parce que bah, les femmes, elles donnent la vie et ça vient contrebalancer avec tout ce qui se passe comme horreur aujourd'hui dans le monde aussi, qui sont souvent sous l'impulsion d'autoritarisme masculin, quand même, on va pas se mentir. Donc, si tu veux, il y a cette réponse qui vient contrebalancer. Et puis, il suffit de le voir, la plupart tu fais une conférence sur la conscience, tu as 80% de femmes, tu vois. Moi, un atelier que je fais, j'ai 80% de femmes, toujours. Donc, il y a quand même cette énergie matricielle d'accoucher un monde nouveau qui est très important pour moi. Et je pense qu'il faut aussi rendre hommage aux femmes là, parce qu'elles font un travail phénoménal. D'ailleurs, je te le remercie parce que tu en fais partie aussi, bien évidemment. Hmm, Et merci. voilà. Alors, il y a des hommes qui ont des sensibilités féminines, hein. Il y en a plein, bien sûr, même si j'ai une tête de viking. Moi, je me sens quelqu'un d'être très. Bah, je suis très féminin en moi. Je sens que mon cœur, voilà, je suis passionné par la terre-mère, voilà, les valeurs patriarcales sont pas les miennes, ça c'est clair. Hmm. Donc ce que tu voulais dire, c'est ce que tu ressens maintenant, là, à cet instant, c'est qu'au travers de quoi qu'on est en plein accouchement d'un nouveau Ouais, monde, c'est ça? en fait, le monde spirituel est en train progressivement de descendre, autant que nous sommes en train de monter. Et il y aura ce point, un moment de conjonction. Quand, je ne peux pas le dire, je n'en sais rien. Mais à mon avis, d'ici quelques années, et ce ne sera pas dans des siècles, hein, j'en suis sûr. Tu pars pas beaucoup de l'ombre ou des choses plus négatives parce que enfin, c'est ça qui t'a amené quelque part à découvrir ça aussi, enfin à aller jusqu'au bout, mais est-ce qu'il y a, comment tu vois cette part-là qui agit justement sur nous pour nous retenir potentiellement de vivre cette assomption, enfin de ressentir ça encore plus rapidement ou de manière plus spontanée, plus souvent au quotidien. J'ai l'impression que c'est lié, moi, quand même, quelque chose comme un voile qu'on s'est mis et qu'en même temps qu'on laisse, qu'on a De cette ombre, hein, vraiment, même de façon individuelle, je ne vais pas citer de nom, vous aurez compris, mais des personnes qui veulent essayer de montrer comment l'ombre, elle n'a pas envie forcément d'être intégrée, parce que l'ombre sans la lumière sans l'ombre, mais à un moment, pour atteindre le soi, c'est-à-dire ce point de conjonction, il faudra un équilibre entre tout ça, une certaine forme d'intégration qui permet l'harmonie. C'est ce que Jung appelait le processus d'individuation. Et là, on est dans un processus d'individuation collectif. Et donc forcément, bah, l'ombre se manifeste. Mais je pense qu'il y a des effets de compensation. Moi, je rêve de pouvoir créer, j'en avais parlé dans Metaverse, de créer un observatoire des rêves collectifs qui nous permettrait de voir un petit peu les grandes tendances de ce qui se passe dans le monde invisible. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas le moyen de faire ça. Mais si on pouvait y avoir accès, bah, ça serait merveilleux parce qu'on verrait vraiment comment les choses sont en train de se positionner de l'invisible vers le visible, en fait. Une dernière petite chose que tu aimerais partager avec nous ici, enfin, bien sûr, il y a ce livre qui vient de sortir, et ça, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, et tout ce que, si vous avez entendu quelque chose qui vous interpelle, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de détails, parce que là, tu rentres dans tous les détails et toutes les synchronicités que tu as pu vivre, et elles sont nombreuses, et c'est passionnant, et d'ailleurs, tu pourras en faire un film, là, hein, clairement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter, qui est important pour toi à dire Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que aux personnes qui ont perdu un proche, là, vraiment, là, quand ça se passe, il y a cette période où, en fait, on est un petit peu aveuglé, on est dans le déni, on est même dans une relation où on se dit, ce qui arrive n'est pas possible. C'est-à-dire, ça paraît complètement irréel, en fait, si tu veux. Et je leur dis que c'est là où il faut être très attentif. Comment? Notamment par la famille. Parce que les défunts, si vous vous refermez au niveau de votre intuition à cause, justement, de toute cette dimension très matérielle, les obsèques, de voir le corps mort du défunt, tout ça, ça nous ramène dans la matière la plus basse, si tu veux. À ce moment-là, il faut s'appuyer sur parce qu'on se referme en fait. Il faut écouter les autres. Bien souvent, la fratrie s'active, c'est-à-dire que
il y a des rêves qui sont donnés à des gens de la fratrie qui vont vous dire des choses qui vous concernent vous. C'est comme le défunt utilise en fait les membres de la famille comme par ricochet pour pouvoir communiquer avec vous en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec moi au début, vraiment. Donc il faut toujours garder espoir, euh, Restez reliés. rester relié. Le deuil, moi je suis un petit peu contre cette notion occidentale de dire il faut couper les liens parce qu'il faut que les morts restent chez les morts et les vivants vivent leur vie. Ok, mais c'est pas comme ça partout, tu vois. Les peuples de Mélanésie n'ont pas du tout cette notion du deuil où en fait il faut continuer à avoir une reliance avec les défunts. C'est bénéfique pour les vivants autant que pour ceux qui sont partis. Merci beaucoup, Romuald. Merci Lilou. Merci pour cette délicieuse interview, chers co-créateurs. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à la partager en ligne et de vous procurer le livre de Romuald aux éditions Très Daniel, Assomption, relier le visible à l'invisible. Merci beaucoup, Romuald. Au plaisir de te retrouver lors d'une conférence ou lors d'un stage. D'ailleurs, j'aimerais bien participer à un de ces quatre à tes stages, qui ont l'air Je t'invite si tu veux. passionnants. Un vrai bonheur. Et puis, merci pour tout ton beau travail. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup Lilou. Merci à vous.